et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour ces éphémérides du mois de mai 2022. Et donc, en compagnie de Mathieu, notre astronaute amateur J49, nous allons vous détailler quelques événements, notamment des rapprochements planétaires, mais aussi bien sûr des pluies d'étoiles filantes qu'il y aura observées ce mois-ci, et aussi, à ne pas louper, une éclipse partielle depuis la France lunaire, une éclipse totale, mais qui sera partiellement visible depuis la France. Et pour continuer dans cette émission, nous allons commenter l'activité du Soleil à travers une photo. Et puis, nous allons bien sûr détailler la visibilité de chaque planète du système solaire et de la Lune. Et ensuite, pour conclure, nous vous présenterons une photo que Mathieu aura choisie. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Et donc, nous allons commencer avec cet événement du 1er mai, qui est le duo au sommet entre la géante Jupiter et ses satellites avec la brillante Vénus. Alors, Mathieu, où est-ce qu'on peut regarder dans le ciel pour pouvoir observer ce spectacle ? Alors, ça va se passer bas sur l'horizon est, de bonne heure le matin, donc dans les environs de 5h30, plus précisément. L'intérêt, c'est qu'en fait, les deux planètes vont être vraiment très proches l'une de l'autre. L'écart attendu est de 0,2 degrés. Autant dire que les deux planètes vont être vraiment collées l'une contre l'autre. Et c'est aussi intéressant parce que c'est quand même les deux planètes les plus brillantes du ciel. Les deux astres, toutes étoiles confondues, les plus brillantes après le Soleil et la Lune. La magnitude de Vénus étant de -4 et celle de Jupiter de -2. Alors la différence de luminosité, c'est deux magnitudes, ce qui fait, pour raisonner en termes de proportion, une différence de luminosité de l'ordre de 6 fois entre les deux planètes. C'est beaucoup, c'est vrai, mais Jupiter reste quand même très brillante, notamment lorsque la nuit est bien noire. Là où on voit la différence, c'est quand l'aube commence à monter et que Jupiter s'efface beaucoup plus rapidement que Vénus. Et Vénus, elle, qui continue de rester visible quasiment jusqu'au lever du soleil. Et donc, à quoi maintenant on peut s'attendre à l'observation aux instruments ? Alors, Vénus va présenter une phase gibbeuse aux 2/3. Jupiter, bien que moins lumineuse, elle aura une taille angulaire 2 fois plus importante. Alors, bien entendu, Jupiter, quant à elle, reste toujours pleine et ne présente pas de phase comme Vénus. Donc, vous aurez par contre le spectacle de ces lunes en prime. Alors, 3 seulement parce que Io, elle, sera derrière la planète géante et ne réapparaîtra qu'à l'arrivée de 7 heures environ. Donc, autant dire qu'à cette heure-là, le Soleil sera levé. Et donc, Jupiter, au niveau du contraste que vous aurez, ça ne sera pas du tout formidable. Autant vous dire qu'à cette heure-ci, vous aurez très certainement abandonné les observations. Cela dit, revenons un petit peu plus tôt en avant, la grande tache rouge, elle pourra même être visible si vous avez la possibilité de vous y prendre très tôt. Alors, le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que Jupiter sera levé, donc c'est-à-dire attendez qu'elle émerge un peu de l'horizon, mais n'attendez pas trop non plus parce que ensuite, quand les premières lueurs de l'aube vont commencer à apparaître, la grande tache rouge, elle aussi, commencera à tourner du côté du limbe qui est opposé à ce que nous pouvons voir. Voilà. D'accord. Et donc, pour ceux qui n'ont pas d'instrument, comment ils peuvent observer ? Est-ce que c'est possible à l'œil nu ? Oui, ce sera une bonne occasion d'embrasser avec un champ visuel plus large, donc le spectacle des planètes du matin, du duo Vénus-Jupiter en déplaçant votre vision en escalier et en vous décalant progressivement vers le haut et vers le sud. Vous pourrez vous amuser à chercher Mars puis Saturne, qui sont toutes les deux 100 fois moins lumineuses que Vénus.
Donc, autant vous dire que quelques minutes avant le lever du soleil, vous ne les verrez plus. Par contre, eh bien, si vous y prenez de bonne heure, toujours dans les environs de 5h30 du matin, au plus tard, eh bien, vous les verrez sans trop de difficultés. D'accord. Ok, donc voilà donc, pour ce qui était de ce premier événement, duo entre Jupiter et Vénus. Alors, le 6 mai, maintenant, eh bien, nous avons 50 météores qui sont attendus par heure pour le pic de la pluie d'étoiles filantes Eta Aquaride. Alors, 50 météores par heure, c'est beaucoup quand même. Oui, alors c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça comparativement à d'autres essaims météoritiques qui sont plus prolifiques en météores. C'est le cas notamment des Perséides, c'est le cas également des Géminides ou encore des Léonides, à l'été, au printemps ou à l'hiver. Mais donc autant dire que les États aquarides sont plutôt hors compétition par rapport face au niveau de ces trois autres essaims météoritiques de l'année. Cela dit, eh bien, les états aquarides sont très intéressants. 50 météores par heure, bah, ça correspond à peu près à une étoile filante par minute. Donc, logiquement, vous n'aurez pas longtemps à attendre avant de voir votre première étoile filante. Voilà, même si il y en a de toutes les luminosités, de toutes les tailles, et puis de toutes les durées. Il y en a qui durent plus ou moins longtemps dans le ciel, d'autres qui sont plus lumineuses. Mais voilà, les états aquarides, c'est un essaim qui s'étend sur une période assez importante, du 19 avril jusqu'au 28 mai, pour être plus précis. Donc, vous avez une certaine marge d'observation, même si le 6 mai, eh bien, c'est là où cette valeur des 50 météores par heure se vérifiera. Dans la théorie, hein, puisqu'on rappelle que c'est un taux horaire zénital moyen, c'est-à-dire qu'en fait, ce taux horaire de 50 météores, eh bien, vous l'aurez au zénith, sauf que les états aquarides ne seront pas tout à fait au zénith. Donc, il faut revoir cette valeur de 50 météores par heure légèrement à la baisse. Voilà, en fonction du moment où vous observez et donc de la hauteur de votre radian sur l'horizon. Alors, le radian, justement, puisqu'on en parlait, eh bien, il est dans le Verseau, d'où le nom état aquaride. Alors, plus précisément, aquaride, hein, c'est la dérivation du nom de cette constellation des Verseaux. Et pourquoi état? Eh bien, parce que en fait, le radian se trouve plus précisément dans la constellation du Verseau, près de l'étoile Eta Aquarii. Voilà. Et donc, à savoir également, à noter que la vitesse de ces météores est de 66 km par seconde. Là, c'est une valeur qui est quand même également très importante. Autant vous dire que les météores seront rapides. Donc, certains, malheureusement, vous ne les verrez peut-être, vous ne les apercevrez peut-être que du coin de l'œil, mais vous n'aurez pas le temps de vous retourner pour les voir passer. Voilà, c'est vrai que c'est très rapide. Malgré tout, eh bien, c'est un essaim que je vous conseille d'observer. D'accord. Et pour ce qui est de la Lune, c'est quand même important pour l'observation des étoiles filantes. Est-ce que la luminosité de la Lune ne sera pas trop gênante? Alors, on est 3 jours avant le premier quartier lunaire. Le radian des états aquarides, il est au meilleur de sa visibilité en seconde partie de nuit au-dessus de l'horizon sud-est. Voilà, donc c'est des éléments importants qui vont vous permettre de repérer à la fois le radian et surtout les étoiles filantes. Donc, c'est jusqu'au maximum, jusqu'à 5 heures du matin. Au maximum 5 heures du matin. Pourquoi 5 heures du matin et pas après? Eh bien, tout simplement parce que eh bien, il y aura les lueurs de l'aube qui vont commencer à apparaître à partir de cette heure-là. Donc, les météores ne supportent pas beaucoup, malheureusement, la lumière.
Il vaut mieux observer sous un ciel bien sombre pour voir un maximum d'étoiles filantes. Alors évidemment, si vous avez un peu de lumière, rien ne vous empêchera de voir les étoiles filantes les plus brillantes, mais vous ne verrez plus 50 météores par heure, là c'est certain. Alors, la Lune, elle est tout aussi gênante en fait que les lueurs de l'aube. Donc là, dans le cas de la Lune, puisqu'on est 3 jours avant le premier quartier, et que donc la Lune sera visible plutôt en début de soirée ou en début de nuit, si vous observez en fin de nuit, il n'y aura pas de problème. La Lune ne sera pas gênante, puisque tout simplement, elle sera déjà couchée. On pourra être à l'aise pour pouvoir observer ces étoiles filantes et en profiter. Merci donc Mathieu pour nous avoir détaillé cet événement. Maintenant, nous passons au 16 mai et là, nous avons donc à l'aube la pleine lune qui rougit pour notre plaisir lors d'une éclipse totale qui sera partiellement visible en France. Alors là, comme je le disais en introduction, c'est sans doute l'événement du mois à ne pas manquer. Oui, effectivement, bien sûr, c'est la première éclipse totale de lune que l'on retrouve depuis, il me semble, 2019, donc ça fait déjà un petit bail qu'on a appelé d'éclipse de lune. C'est la première cette année, sachant que cette année, vous n'en aurez que 2. Donc, si vous loupez celle-ci, vous aurez toujours une deuxième donc, qui va avoir lieu le 8 novembre. Mais bon, il vaut mieux s'y préparer à l'avance. On ne sait jamais, le mois de mai est plus propice que le mois de novembre pour les observations astronomiques, notamment au niveau météorologique, puisque au mois de mai, généralement, on a des belles nuits, alors qu'au mois de novembre, c'est déjà un petit peu moins sûr. Alors, comment observer donc cette éclipse totale de lune? Eh bien, déjà, il faut savoir que plus on sera à l'ouest de la France, plus on verra, on en verra de cette éclipse de lune. Il faut à savoir que si vous habitez dans l'extrême est de la France notamment, vous ne verrez pas la totalité de l'éclipse de lune. Voilà. Donc, c'est à observer donc, sur l'horizon sud-ouest. La partie nord de la Lune eh bien, passe par le centre de l'ombre de la Terre. Donc, c'est intéressant parce que vous aurez un fort contraste dans les teintes colorées de la Lune. Quand vous avez une éclipse totale de Lune comme ça, en fait, ce que vous observez, c'est... Alors, au départ, il y a la phase d'entrée dans l'ombre de la Terre. Donc là, on voit la Lune qui se fait grignoter petit à petit par l'ombre de la Terre. Donc, en fait, vous allez voir... vous allez voir toute une lunaison en 1 heure à peu près. Donc c'est-à-dire que la Lune va passer par toutes les phases en seulement quelques dizaines de minutes. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. Vous allez voir justement la Lune qui, au départ, on rappelle, hein, au départ, c'est une pleine Lune, puis petit à petit, elle va se faire manger par l'ombre de la Terre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout. Mais cela dit, contre-intuitivement, eh bien, la Lune ne va pas disparaître complètement et être toute noire. Non, non, pas du tout. On la verra toujours et on la verra même avec de magnifiques couleurs. C'est pour cela que c'est vraiment le spectacle le plus joli à voir lors d'un événement astronomique et surtout lors de ce mois de mai 2022. Alors, vous avez des teintes souvent, on va qualifier de cuivrées, d'orangées, rougeâtre même, ça peut être rouge très intense lors du maximum, lorsque la Lune est vraiment au plus profond de l'ombre de la Terre. Et puis, il y a une partie de la Lune qui va être, donc la partie nord, qui va passer par le centre de l'ombre de la Terre. Et forcément, le côté opposé, lui, va être plutôt proche du bord de l'ombre de la Terre. Donc, là encore, vous allez observer entre le nord et le sud de la Lune, notamment, une différence de luminosité, de contraste et de teinte. Alors, on organise tout ça. Comment est planifié l'événement? Premier contact, c'est-à-dire début de l'entrée de la Lune dans l'ombre de la Terre, 4h27, heure de Paris. Deuxième contact, donc la Lune rentre définitivement et totalement dans l'ombre de la Terre, il est 5h29.
Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous aurez les fameuses teintes orangées dont je vous parlais tout à l'heure. Le maximum, c'est à 6h11, donc c'est là où vraiment il ne faut pas louper ce moment-là parce que c'est vraiment là où vous aurez la teinte maximale, le contraste maximal. Et malheureusement, après, eh bien, la Lune se couche. Alors à Brest, puisque c'est là où vous pourrez l'observer le plus longtemps, eh bien, elle se couche à 6h39. Donc vous aurez le loisir de la voir commencer à s'extirper, même pas en fait, vous n'aurez même pas le loisir de la voir s'extirper de l'ombre de la Terre. Puisqu'en fait, le troisième contact, donc le moment où la Lune commence à sortir de l'ombre, eh bien, il est 6h53. Donc à ce moment-là, eh bien, depuis la France, on ne verra plus rien. Le quatrième contact, lui, donc la sortie définitive de l'ombre de la Lune, de la Terre, pardon, c'est 7h55. À noter que si vous voulez observer cette éclipse de Lune de manière totale, eh bien, il faudra se situer dans les Amériques et notamment nos amis guyanais et antillais seront aux premières loges pour cette éclipse lunaire puisqu'ils la verront dans son intégralité. Donc, avis à ceux qui habitent les Antilles et la Guyane, surtout ne manquez pas cette éclipse lunaire. Alors, elle aura lieu en pleine nuit. Hein. Nous, malheureusement, ce sera de très bonne heure le matin au coucher de la Lune et un peu avant le lever du Soleil. Donc, on ne sera pas forcément les mieux lotis pour cette éclipse. Mais si le temps le permet, n'hésitez pas à sortir vos instruments. Voilà, très bel événement à pouvoir observer. Maintenant, nous avons le 18 mai, c'est Mars, la rouge, et Neptune, la bleue, qui s'alignent avec la Terre. Alors, Mathieu, donc, peux-tu nous donner des conseils pour pouvoir observer ces planètes? Oui, alors, donc là déjà, on peut commencer par parler de l'écart entre les deux, 0,5 degrés. Ça veut dire que l'écart entre Mars et Neptune va être 2,5 fois supérieur à l'écart de Jupiter et Vénus dont on parlait tout à l'heure dans le premier événement. Malgré tout, les deux planètes vont être vraiment très proches l'une de l'autre. Cela dit, ça va être beaucoup plus difficile à observer. On va en reparler tout à l'heure. Donc, c'est à observer à partir de quelle heure? Dès 5 heures du matin, à Paris. Donc, il faut prévoir d'avancer d'une demi-heure dans l'Est et attendre d'autant dans l'Ouest. Alors, il sera nécessaire d'avoir un horizon Est dégagé. Jupiter, elle, sera très brillante et elle servira donc de premier repère. 13 fois moins brillante, Mars, elle, sera à sa droite, un chouïa plus haut. Alors, si le ciel n'est déjà pas trop lumineux à l'heure où vous commencerez à observer, elle devrait être visible à l'œil nu. Par contre, encore 600 fois moins lumineuse que Mars, eh bien Neptune ne se verra qu'aux instruments, à condition que le ciel soit encore assez sombre. Donc, à observer à partir de 5 heures du matin, mais ne pas tarder après. 5h30, vous avez déjà les premières lueurs de l'aube, enfin même plus que les premières lueurs de l'aube. Donc, voilà, Neptune pourrait déjà commencer à ne plus être observable selon l'instrument que vous possédez. D'accord, donc voilà ce qu'on peut dire sur cet événement. Donc un rapprochement entre Mars et Neptune. Alors maintenant, le 29, à la fin du mois, c'est au tour de Jupiter et Mars de se rencontrer dans le ciel de l'aube. Alors Mathieu, pour commencer, c'est un spectacle à observer à l'œil nu. Oui, c'est ça, toujours au même endroit dans le ciel, donc à peu près à la même heure, hein, par rapport à l'événement précédent avec Mars et Neptune, qu'on citait tout à l'heure. Alors à l'œil nu, justement, eh bien, il faudra commencer à observer plus d'une heure avant le lever du soleil. Donc là, vous les verrez facilement, hein, presque collées l'une contre l'autre, là encore. Jupiter donc sera plus brillante, donc elle sera au-dessus et à gauche de Mars. Donc voilà, donc c'est vraiment les deux, enfin c'est vraiment un événement qui sera plus facile hein, que l'événement Mars et Neptune à observer donc du 18. D'accord. Et aux instruments, quels vont être les détails que l'on va pouvoir observer en plus?
Alors, eh bien, avec une petite lunette astronomique et un grossissement faible, eh bien, vous aurez même le plaisir de les admirer ensemble dans le champ oculaire. Alors, avec en bonus les 4 lunes galiléennes et les nuages de Jupiter. Alors, Mars, elle, par contre, elle reste encore assez loin de nous. Elle est donc trop petite et trop basse aux instruments. Alors, vous verrez son disque, hein, rien n'empêche. Par contre, peu de chances que vous y voyez quoi que ce soit à sa surface, et même sa calotte polaire. Faute aux turbulences, d'une part, à cause de la hauteur de Mars au-dessus de l'horizon, et puis d'autre part, évidemment, de sa distance à la Terre, qui est quand même considérable à l'heure actuelle. Mais on va attendre quelques mois pour l'observer de la meilleure des façons. Voilà. Donc, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces événements du mois de mai. Et maintenant, eh bien, pour continuer cette émission, nous allons passer à la photo du soleil, donc du mois, qui va nous résumer donc cette activité qu'il y a eu au mois d'avril. Oui, alors effectivement, l'activité a été assez intense ce mois d'avril. On a eu de très jolies taches solaires avec des détails stupéfiants sur ces taches. Des taches qui ont... Bon, toutes les taches solaires se suivent mais ne se ressemblent absolument pas. On sent qu'on est au milieu du cycle hein, d'activité. Là, on n'est pas encore au maximum, mais on a largement quitté le minimum. Là, c'est indéniable. Alors, les tâches sont de plus en plus fréquentes. J'ai envie de dire en ce moment qu'il ne se passe pratiquement pas une journée depuis le début de l'année sans qu'il y ait au moins une petite tache solaire à la surface du Soleil. Mais bien souvent, de petites taches, alors vous en verrez, mais surtout, ce qui vous sautera à l'œil, eh bien, c'est des grosses taches, parce que les taches sont particulièrement grosses depuis le début de l'année, elles se succèdent et elles sont toutes d'une taille quand même relativement imposante. Mais surtout, elles sont accompagnées d'éruptions et des éruptions qui commencent à se faire de plus en plus pressantes, de plus en plus intenses également. On a observé, alors au cours de ces derniers mois, et le mois d'avril n'a pas échappé à ces éruptions-là, eh bien, des éruptions de classe X, X1, X2 notamment, donc des éruptions particulièrement intenses, puissantes, mais des éruptions qui n'étaient pas dirigées directement vers la Terre, donc on n'a pas eu d'impact majeur constaté ces derniers mois. Évidemment, on n'y échappera pas toujours, hein, donc il y aura bien un moment où une éruption intense se dirigera vers nous. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on attend cela. Voilà, donc la photo du mois, eh bien, c'est une photo qui a été prise au milieu du mois d'avril. Une photo au continuum où on voit particulièrement l'une des plus belles taches, je pense, en tout cas, de mon point de vue, de ce mois d'avril, avec une tache très exotique, hein, avec des détails et une forme stupéfiante qui peut-être feront marcher l'imagination de certains d'entre vous qui regardaient. Voilà, donc c'est une photo qui a été prise au continuum avec un télescope de 150 par 750 sur monture HEQ5, avec un appareil photo réflexe Canon EOS 90D et, je le précise, une Barlow EOS, une Barlow EOS grossissant 2 fois. Donc en fait, cette photo-là, c'est une mosaïque de 2 cadres. D'accord. Donc, voilà. Donc, voilà donc, cette activité du soleil au mois d'avril. Merci donc Mathieu de nous avoir détaillé cela. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à la visibilité donc, des planètes du système solaire et de la Lune. D'ailleurs, nous allons commencer par la Lune. Le 5 mai, à 12h45, la Lune sera à l'apogée. Le 9 à minuit 21, c'est le premier quartier de la Lune qui sera visible. Le 16 à 4h14, c'est la pleine Lune. Le 17
à 15h23, la Lune sera au périgée. Le 22 à 18h43, c'est le dernier quartier de la Lune que l'on pourra observer. Et le 30 mai à 11h30, eh bien, c'est la nouvelle Lune. Pour ce qui est de Mercure, alors au début du mois, elle sera visible au crépuscule et à partir du 15, eh bien, elle deviendra inobservable. Vénus, quant à elle, eh bien, nous pourrons l'observer à l'aube durant tout le mois de mai. Mars, elle sera observable en seconde partie de nuit. La planète naine Cérès, on pourra l'observer en début de nuit, au début du mois, et seulement en début de soirée à la fin du mois. L'astéroïde Pallas sera malheureusement inobservable durant tout ce mois de mai. L'astéroïde Junon, on pourra l'observer en fin de nuit au début du mois, et à la fin du mois, on pourra l'observer toute la seconde moitié de nuit. Vesta, on pourra l'observer en fin de nuit au début du mois, et à la fin du mois, on pourra l'observer en seconde partie de nuit. Jupiter, elle sera observable à l'aube au début du mois, et à partir de la mi-mai, eh bien, on pourra l'observer en seconde partie de nuit. Saturne sera observable en seconde partie de nuit durant tout le mois de mai. Uranus sera inobservable au début du mois et on pourra l'observer à l'aube à la fin du mois. Neptune sera observable en toute fin de nuit au début du mois et observable en seconde partie de nuit à la fin du mois. Et enfin, pour ce qui est de la planète naine Pluton, eh bien, on pourra l'observer en seconde partie de nuit au début du mois et une grande partie de la nuit à la fin du mois. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission et avant de la conclure, eh bien, Mathieu, tu vas nous présenter une photo. Alors, je crois que tu as eu le plaisir de nous concocter une mosaïque lunaire. Alors, je te laisse la présenter. Oui, alors effectivement, j'ai fait quelques mosaïques lunaires des dernières phases, des phases entre le premier quartier et la pleine lune de la dernière lunaison, celle du mois d'avril. Là, aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, donc du coup, ce n'était pas une de ces mosaïques, mais plutôt un détail de l'une de ces mosaïques, un petit peu avant que la Lune ne soit dans sa phase pleine, quelques jours avant notamment. Donc c'est un encart sur la fameuse vallée de Schroeter, qui est une vallée magique à observer au télescope. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour dans cette région lunaire lorsque la Lune approchera de sa phase pleine dans les prochains jours de ce mois de mai. Et en fait, on y voit très bien, donc toujours avec le même setup, hein, 150-750 sur monture HEQ5, le fameux APN Reflex 90D de chez Canon, la Barlow x2 qui est magique, hein, il n'y a pas de secret, pour avoir une qualité, une résolution importante, eh bien, il faut zoomer. Et donc, on a une très belle vue sur cette vallée de Schroeter et sur les deux cratères principaux qui bordent cette vallée de Schroeter, le brillant cratère Aristarque et son voisin de proximité, là, qui est le cratère Hérodote. Donc voilà, une belle prise donc, qui s'est faite au milieu du mois précédent, du mois d'avril. D'accord, voilà, donc très belle photo que tu as pu nous faire, Mathieu. D'ailleurs, je rappelle aussi que tu présentes aussi les photos de la Lune que tu fais sur ta chaîne, donc l'explorateur du ciel. Et d'ailleurs, tu as posté une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc j'invite tous nos auditeurs à aller voir donc cette chaîne, l'explorateur du ciel. Donc il y a une vidéo donc sur la Lune qui est parue récemment, mais aussi sur le Soleil. Si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à visionner ces vidéos. Vous retrouverez d'ailleurs les fameuses
tâches solaires dont je vous parlais tout à l'heure, en haute résolution et en mosaïque. Voilà, c'est ça. Et on mettra aussi bien sûr des fiches pour que vous puissiez vous y rendre plus facilement. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission des éphémérides de mai 2022. Et donc eh bien, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour les éphémérides de juin. Et donc au mois de juin, eh bien, nous parlerons notamment de différents rapprochements planétaires. En attendant, eh bien, nous vous souhaitons à tous de bonnes observations et nous vous souhaitons un bon ciel à tous et à toutes.